Merci beaucoup Céline et merci au CRIAFS de m'avoir invité. Je mets mon chronomètre pour ne pas parler trop et à 30 minutes tu te lèves. Super. Donc, alors c'est très cocasse parce que j'ai été invitée par le CRIAFS Auvergne. Alpes, je sais pas quoi là, un truc, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, hier, pour parler exactement du même sujet avec le même titre. Donc, vu qu'on est filmé sur Internet, vous allez avoir les deux. Choisissez celle d'ici, comme ça, vous saurez ce que je vous ai dit. Donc, je suis ravie d'être là, c'est toujours un plaisir de travailler avec le CRIAFS et nous avons des usagers en commun aussi, ou en tout cas des communications autour de personnes qui parfois nous mettent en difficulté dans le suivi. Et donc je suis ravie d'être là. Donc je vais vous parler de la place de la pornographie chez les jeunes en essayant de répondre à 3 questions. Quels adolescents, est-ce qu'il y a une typologie d'adolescents qui va s'orienter vers le visionnage d'images pornographiques? Dans quelle proportion ce visionnage participe à l'éducation sexuelle de nos jeunes, et puis quelles en sont les potentielles conséquences sur les jeunes eux-mêmes et sur leur sexualité future. Donc voici le déroulé de cette intervention que je vais tenter de mener en 30 minutes pour qu'on puisse vraiment échanger autour. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis d'images pornographiques pour ceux qui auraient tendance à être choqués. J'ai mis des allusions, mais rien de plus. Donc on va commencer par la définition extrêmement simple de c'est quoi les images pornographiques. Ce sont des images ou des vidéos produites professionnellement ou générées par l'utilisateur qui sont destinées à exciter sexuellement le spectateur. Voici la définition. Ce sont des images qui sont interdites en dessous de 18 ans, mais lorsque vous êtes sur un réseau ou sur Internet, il suffit que vous cliquiez « ben oui, j'affirme que j'ai plus de 18 ans » et c'est bon. Donc à 11 ans, on est tout à fait en capacité d'affirmer qu'on a plus de 18 ans et on ne va pas vous demander votre pièce d'identité. Et donc il y a un accès extrêmement simple aux images pornographiques. Quelles sont les différentes modalités d'exposition des jeunes? Tout d'abord, il y a la modalité classique et décrite, dite intentionnelle, où là, le jeune va choisir d'aller regarder des images pornographiques. La plupart du temps, il justifie ce choix par le fait de trouver une source d'information sur la sexualité, ce qui globalement, à partir d'un certain âge, est totalement légitime. Et puis, ils vont considérer cela comme une source d'information relativement fiable, et c'est là que ça manque peut-être un peu de pédagogie, et une source d'excitation. Mais malheureusement, chez les plus jeunes, et c'est là que ça peut nous poser question, il va y avoir ce qu'on appelle des expositions accidentelles par différentes méthodes. Le porn squatting, donc c'est le détournement d'un domaine vers un contenu adulte. Je vous ai mis un exemple là en bas où j'ai tapé chat en mettant image. Une petite fille de 7 ans est tout à fait en capacité de marquer chat ou chaton pour avoir des images de petits chatons. Et là, vous comprenez bien que d'emblée, on peut être extrêmement rapidement amené à voir des images pornographiques ou des images qui évoquent autre chose que la femelle du chat. Ensuite, il y a les spams. Les spams sont des courriers indésirables. Alors nous, au CHU, on est harcelés de courriers indésirables. Et en ce qui me concerne, je reçois régulièrement des publicités pour le site d'Enafil. Je ne sais pas s'ils sont au courant de quoi que ce soit, mais en tout cas, je reçois régulièrement des publicités de vous avez besoin de Viagra et tout. Écoutez-moi pas trop, je vais en parler autour de moi, on va voir comment ça se passe, si c'est bien pris ou pas. Mais, donc, et ça, vous cliquez dessus, vous allez être obligatoirement sur des images à caractère pornographique. Et ensuite, il y a les pop-up, qui sont des fenêtres automatiques qui vont venir
alors que vous êtes en train de faire autre chose. Et ça, on le voit énormément sur les sites de streaming, notamment quand on va chercher des vidéos ou des films, où très rapidement on se retrouve avec une image qui s'impose à nous. Si on a le malheur de cliquer dessus, on se retrouve au milieu d'une partouze. Et globalement, quand vous rallumez votre ordinateur et que vous retournez sur le même site, vous êtes d'emblée sur ces images-là, et c'est pas très simple de s'en débarrasser. Donc ce sont des images qui sont quand même, qui peuvent être imposées accidentellement, mais qui vont ensuite être extrêmement présentes dans l'environnement numérique du jeune. Et puis, il y a les modalités sous-entendues. Alors là, ce sont des publicités qui existent. Je ne les ai pas fabriquées moi-même. Donc, outre le fait que je trouve que la place de la femme n'est pas tout à fait mise en valeur, et elle est carrément mise en tant qu'objet sexuel, ne serait-ce que pour vendre un parfum, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il fait entre les cuisses de cette femme. Pour vendre une machine à laver, une femme à poil, bon, jusque-là, elle a enlevé ses habits pour les laver, on peut toujours imaginer, mais je ne vois pas très bien le rapport non plus. L'homme, il est clairement sexualisé aussi, mais plutôt à son avantage. Donc voilà, à la fois, ces images sont clairement érotiques, avec publicité, mais en plus, moi, je les attribue carrément à de la violence sexiste, puisque quand même, ce sont des images qui sont relativement dégradantes pour la femme. Et donc, il y a, dans de nombreuses revues, vraiment, je les ai trouvées très aisément, hein, je n'ai pas eu 10 ans à les chercher. Donc, évidemment, on est soumis à ce genre d'image. Mais il y a aussi la mode, la publicité, les mangas, des BD qui sont érotiques et extrêmement accessibles. Et Greenfield, qui a pas mal écrit sur ce sujet-là, explique que pour les jeunes adolescents, Internet, c'est véritablement pornoland, et avec une possibilité d'accès extrêmement facile à toutes ces images pornographiques. Rapidement, sur le fait que l'adolescence soit une période de vulnérabilité, ben là, je vais vraiment rien vous apprendre, si ce n'est qu'il va y avoir ce passage de l'enfant à l'âge adulte avec de nombreux bouleversements, et notamment les bouleversements hormonaux, avec une place importante de la puberté précoce dans l'accès à la pornographie, on va en reparler. Et donc ces bouleversements hormonaux amènent évidemment à une modification corporelle, un corps qui devient sexué, qui peut créer du désir de la personne envers quelqu'un d'autre, mais qui devient aussi désirable. Des développements cognitifs et intellectuels qui ne sont pas toujours en lien avec le développement et la sensibilité émotionnelle, une gestion des émotions et un contrôle des pulsions qui n'est pas complètement adéquate avant la fin de la maturation neurobiologique qui, je vous le rappelle, survient autour de 25-27 ans. Donc je ne dis pas qu'il faut attendre 27 ans pour avoir des rapports sexuels, hein, loin de moi cette idée. Mais globalement, la gestion des impulsions, des émotions et du désir avant la maturation neurobio, si on est soumis constamment à des images pornographiques, ça va quand même pas être simple. Et puis, les pères, qui ont un rôle très important dans cette transformation vers l'âge adulte, et les parents qui restent importants dans cette période-là, mais avec qui il va y avoir l'envie soit de se détacher complet, soit de s'adapter. Donc une période de grande vulnérabilité vis-à-vis des images pornographiques et de l'ensemble des consommations de substances psychoactives en général. En ce qui concerne les chiffres, alors là, quand on regarde la littérature, les chiffres de visionnage d'images pornographiques sont très variables d'un pays à l'autre, sont très variables aussi selon la façon dont on a fait le questionnaire, s'il s'agit d'un auto-questionnaire ou s'il s'agit d'un hétéro-questionnaire. Ça, ce sont des choses qu'on connaît dans d'autres sujets, mais c'est vrai qu'un jeune qu'on va interroger, probablement qu'il va peut-être pas répondre totalement exactement ce qui est dans la réalité, alors que s'il le fait tout seul sur Internet et de façon anonyme, on va être peut-être plus proche de la réalité. Deux informations extrêmement importantes dans ces chiffres qu'on retrouve, malgré les différences de chiffres que l'on retrouve dans toutes les publications, c'est qu'il y a une différence entre le visionnage chez les garçons et chez les filles, avec globalement 2 fois plus de garçons qui regardent que de filles. Est-ce qu'on est dans le fait que les filles osent moins en parler et qu'en gros elles regardent pareil, ou est-ce qu'on est dans une évolution qui fait que bientôt les filles vont autant regarder ce qui est en train de se passer? Deuxième information importante, plus on va dans l'âge, plus on regarde. Ça c'est un peu une
palissade, mais globalement c'est intéressant et évidemment ça va dépendre du caractère intentionnel et non intentionnel. Si on regarde en France, alors très peu d'études, cette étude est extrêmement ancienne et à mon sens n'a pas trop de valeur, mais vraiment ça ne doit pas intéresser grand monde de savoir comment les jeunes regardent le porno parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose si ce n'est de nombreuses études qualitatives qui ne sont pas inintéressantes mais qui ne donnent pas une photographie exacte de ce qui se passe. Donc 80% des garçons de 14 ans ont déjà regardé des images pornographiques, 45% des filles, donc vous voyez toujours cette même différence qui apparaît. Et là, quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on peut interpréter de plein de manières différentes, c'est la perception qu'ont ces jeunes adultes ou ces adolescents de qu'est-ce que ça fait chez moi que de regarder des images pornographiques. Les garçons vont principalement répondre que ça les amuse, que ça les distrait, et les filles vont parler de dégoût. Et là, je trouve que ça commence déjà à soulever des choses extrêmement intéressantes sur le rapport à la sexualité et ce que s'autorise de dire et de faire une femme, et là où on place la sexualité chez une femme, et ça pose déjà énormément de questions. Il n'y a pas de raison qu'une femme soit dégoûtée par sa sexualité, sûrement pas par son accès au plaisir et par le fait qu'elle visionne des images pornographiques pour s'exciter. Vous voyez, mais ça revient au fait de qu'est-ce qu'on met dans la tête d'une jeune fille sur le fait qu'elle pourrait avoir une attirance sexuelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail très tôt chez les garçons et les filles vis-à-vis de ce rapport à la sexualité. Je trouve ça globalement inquiétant que 55% des jeunes femmes trouvent ça dégoûtant de regarder de la sexualité, ce qui en soi, même si parfois les images pornographiques peuvent être violentes, ça n'est pas dégoûtant de faire du sexe et de regarder de la sexualité. À 14 ans, on peut se poser la question de ce que ça représente, mais je pense que ça évoque autre chose. Les filles, donc, avec l'arrivée d'Internet et les femmes en général, regardent beaucoup plus les images pornographiques. Donc, probablement que dans les années futures, il va y avoir, ça va s'équilibrer entre les hommes et les femmes, et c'est ce qu'on souhaite. Internet a amené une précocité dans le visionnage, dans le nombre de personnes qui visionnent et dans le visionnage, avec un âge moyen vraiment moyen de la première image à 13 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons, c'est 5e et 4e. Ça reste relativement un peu tôt, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que de manière le plus souvent accidentelle, 57% des jeunes ont vu leur première image pornographique entre 8 et 13 ans, et là, clairement, c'est au primaire, c'est relativement tôt, et ça peut amener quand même quelque chose d'un peu traumatisant au vu de ce qu'on va voir de façon systématique dans la pornographie. J'ai volontairement mis facteur incitatif parce que on parle souvent de facteur de risque et moi je ne souhaitais pas mettre facteur de risque. En soi, si on regarde de la pornographie à 17 ans, c'est pas très risqué. Hein. Si on fait un sondage ici, voilà, je pense que, enfin, sauf exception et mensonge, il y aura globalement beaucoup de personnes qui auront vu au moins une image pornographique à 17 ans dans leur vie, en tout cas je le souhaite. Donc j'ai plutôt parlé de facteurs incitatifs. Je ne dis pas pareil à 11 ans, hein, ne déformez pas mon propos. Donc globalement, encore dans les études, les hommes vont beaucoup plus visionner des images pornographiques que les femmes. Il y a des choses qui ressortent aussi énormément dans les publications scientifiques, c'est que les hommes HSH, c'est-à-dire des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, qui aspirent à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes ou qui sont bi, vont un peu plus regarder d'images pornographiques et notamment du porno gay que des garçons qui s'orientent vers une sexualité dite hétérosexuelle. Et quand on discute avec les HSH, on comprend extrêmement bien cette volonté d'aller rechercher de l'information parce que c'est une période de leur vie où ils n'ont pas obligatoirement fait leur coming out, où ils se posent pas mal de questions et où l'apprentissage de cette sexualité, qui peut être parfois un peu différente avec des normes et des règles de fonctionnement différentes d'une sexualité dite hétérosexuelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs,
ils ne sont pas au courant du tout des positions, de la dilatation, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, si on est actif, si on n'est pas actif, si on est versatile, qu'est-ce qu'on va préférer, et la sodomie c'est quoi, etc. Donc il y a quand même beaucoup plus de questions qui vont quand même beaucoup moins retrouver en discutant avec leurs parents. Par exemple, c'est pas une évidence d'aller dire à son père à 15 ans j'aimerais bien pratiquer la sodomie, papa, explique-moi. Ça ne me paraît pas être un truc ultra simple en premier rapport d'abord de la sexualité avec son père. Et en l'occurrence, du coup, ils vont aller le retrouver sur Internet, ce qui n'est pas non plus la meilleure chose à faire. Et donc, ils vont plus visionner d'images pornographiques. Dans les facteurs incitatifs, il y a les traits de personnalité. Et quand j'ai fait cette diapositive et que j'ai listé tous ces traits de personnalité qu'on retrouve dans la littérature scientifique sur qu'est-ce qui fait qu'un jeune adolescent va aller un peu plus vers le visionnage d'images pornographiques, recherche de sensations, niveau bas de contrôle des impulsions, faible niveau d'estime de soi, etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas la caractéristique de tous les adolescents? Est-ce qu'un adolescent, c'est pas ça? Mais est-ce que c'est pas physiologique d'être ça quand on est un adolescent? Et donc je me suis dit, bon, ok, l'adolescence, c'est un facteur incitatif pour aller regarder la pornographie. Si on va sur des là, pour le coup, des choses qui sont un peu modulables, et donc là, je les ai volontairement appelées facteurs de risque, il va y avoir des choses qui protègent et des choses qui ne protègent pas. Alors, il y a quelque chose qui sort partout, c'est le contrôle parental. Un jeune qui n'a aucun contrôle parental sur Internet à domicile, qui a accès à Internet sur son téléphone portable dès l'âge de 11 ans et qui a des heures d'écran extrêmement importantes, va être évidemment beaucoup plus soumis au visionnage d'images pornographiques. Il va obligatoirement en croiser, ne serait-ce que s'il va sur TikTok, après c'est réglé, et ils y vont à 11 ans, en pratique. Donc ils vont directement être dirigés. Donc le contrôle parental à la maison et la discussion autour de c'est quoi l'accès Internet de mes enfants sur leur smartphone de plus en plus tôt, ça paraît être quelque chose d'extrêmement pertinent à mettre en place. Et là aussi, ça nécessite beaucoup de pédagogie vis-à-vis des parents, de qui c'est peut-être pas le schéma, à qui on n'en a peut-être pas dit, on n'est pas là pour faire culpabiliser les parents, mais expliquer à des parents qu'un smartphone avec un accès Internet illimité à 11 ans pour aller en 6e, c'est pas obligatoirement un service à rendre à son gamin, parce que de toute façon, ça va finir sur des images pornographiques. Les facteurs liés au développement, bien sûr la puberté précoce, et là c'est pareil, c'est vraiment très très fort en termes d'association, et là ça rejoint cette notion de bouleversement hormonal et d'excitation sexuelle un petit peu, et de désir un petit peu incompréhensible qui assaille le jeune adulte. Donc cette puberté précoce est un facteur vraiment favorisant d'augmentation du visionnage d'images pornographiques. En ce qui concerne l'acquisition ou le développement des compétences psychosociales, les études sont essentiellement qualitatives et essentiellement discordantes. C'est-à-dire que certaines études vont dire que quand il y a un bon développement des compétences psychosociales, ils regardent plus de porno, et d'autres vont dire quand il y a un bon développement des compétences psychosociales, ils regardent moins de porno. Donc je n'ai pas la réponse à deux amis. Quel est l'impact sur la sexualité? C'est sympa cette étude. Alors, j'aime beaucoup quand des adultes jugent la sexualité de leurs enfants ou des jeunes adultes. Donc des adultes vont dire que regarder beaucoup de pornographie va favoriser une sexualité dite permissive ou jugée comme permissive. Et ce qui est défini par des adultes comme une sexualité permissive pour nos jeunes adultes, c'est la sexualité en dehors de toute relation affective. Qui ici n'a jamais couché avec quelqu'un en dehors de toute relation affective? Point. Il me semble que c'est quelque chose qui est, en tout cas au début de la relation affective, on n'est quand même pas complètement amoureux, quoi. Voilà, on peut avoir une activité sexuelle sans être extrêmement épris de la personne. On peut avoir des sentiments, du désir pour cette personne, on n'est pas obligatoirement amoureux. Sexualité avec des partenaires occasionnels. Je vous laisse y réfléchir. Et sexualité non exclusive, chez nous, ça s'appelle l'adultère. Donc, vous voyez, je trouve ça toujours très étonnant quand on lit la littérature, de se dire, ah bah dis donc, nos jeunes, ils font ça. Oui, parce que nous, pas du tout. C'est vachement bien.
Donc voilà, effectivement, ça amène cette image-là d'une sexualité plus permissive et qui peut être jugée comme telle. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on est un peu moins puritain et que si on donne une information extrêmement claire sur les risques d'IST et sur les risques que l'on peut prendre vis-à-vis de la contraception et les notions de consentement, ce ne serait pas beaucoup plus simple que de dire que c'est très permissif que de faire ça. C'est de la sexualité. À partir du moment où il y a un consentement bilatéral, un âge en équation avec ce genre d'activité et qu'on ne prend pas de risque vis-à-vis d'une éventuelle grossesse ou d'une IST, je ne vois pas en quoi c'est permissif, c'est juste du plaisir. Il va y avoir en revanche un impact sur les stéréotypes de genre, avec clairement un développement d'une sexualité normée, avec le rôle de chaque genre, entre guillemets, bien défini. Et dans la pornographie, il y a vraiment la mise en avant de la performance masculine qui va avoir une érection de taureau pendant des heures et on n'explique pas aux jeunes à quel point ça a été coupé au montage, et que non, il n'a pas bandé pendant 1h30, que ça n'existe pas en dehors des drogues, et que, et encore avec les drogues, ça n'existe pas tant que ça. Et donc on a des jeunes garçons qui arrivent vers une sexualité qui ne leur est quasiment pas autorisée. Je veux dire, un jeune garçon qui commence à découvrir ses érections matinales qui sont demi-molles, qui quand il se masturbe, il éjacule au bout de 3 minutes et demie, et qui voit un mec qui a un sexe d'une taille considérable, avec une érection d'une très très grande dureté, et qui va durer avec X partenaires pendant des heures et des heures, le gamin, il n'y va pas, quoi. Ben, moi, j'irai pas. Hein. Parce que si on attend ça de moi, je vois bien que je ne vais pas réussir, quoi. Vous voyez ? Parce que le petit, quand même, c'est chaud bouillant. Donc, cette notion de performance sexuelle chez les hommes va amener de plus en plus des jeunes adultes qui rentrent dans la sexualité à prendre des drogues pour se désinhiber, pour majorer leur performance, et ils vont jusqu'à prendre du sildenafil. Moi, j'en ai plein en consultation de 17-18 ans qui prennent du sildenafil, c'est Viagra, pour bander pendant plus longtemps. Et quand je leur dis, mais sans sildenafil, tu bandes pas, ils me disent, bah, si, je bande, mais j'ai peur. Vous voyez, si c'est pas la notion de performance dans le porno qui leur a amené ça, c'est pas leur père. Hein. Toujours pareil, en principe, on parle pas de ça avec son père. Hein. Voilà. Pour la femme, le plaisir féminin, il est souvent au service du plaisir masculin. Donc là, c'est pareil. La fellation, premier préliminaire, tu dis bonjour, tu serres la main, tu suces. Pourquoi pas? Il y a peut-être d'autres façons de dire bonjour. En tout cas, chez moi, ça se passe pas comme ça. Et du coup, cette posture de soumission, elle est quand même souvent mise en avant. Et il y a beaucoup plus d'images de fellation, d'éjaculation visibles qu'un plaisir féminin sur un cunnilingus où on va expliquer c'est quoi le clitoris et comment ça marche. Et ça, ce serait bien qu'on explique aux jeunes femmes, il est où ton clitoris, ma belle, entraîne-toi. Et puis il y a l'aspect qualitatif, où là, Bourdieu reprend la notion de domination masculine avec, pareil, les mêmes données, maîtrise du corps féminin qui devient un objet sexuel. Les comportements sexuels eux-mêmes, l'âge du premier rapport sexuel, malgré la pornographie, malgré la précocité du visionnage de la pornographie, les premiers rapports sexuels sont inchangés, 15 à 16 ans. Et globalement, on arrive plutôt sur une population de jeunes adultes qui est en train de se transformer en population asexuée. C'est-à-dire qu'ils baissent pas plus tôt et ils baissent plutôt moins. Parce que justement, cette notion, ils sont tellement assaillis d'images pornographiques, voire même dans le couple, ils regardent des images pornographiques, ils sont tellement habitués à ça qu'ils ont l'impression que leur désir sexuel est assouvi par ce qu'ils voient et qu'en plus, cette sexualité-là n'est pas la leur, puisque bon, quand même, la pornographie ne correspond pas à la sexualité, c'est pas l'étoile de mer du vendredi soir non plus, vous voyez. Alors qu'on commence globalement par ça, quoi. On tâtonne. Donc ils n'apprennent pas vraiment à tâtonner, ils ne vivent pas leur propre sexualité, ils ne l'appréhendent pas, et ils sont dans l'appréhension ensuite d'y aller. Donc on a plutôt une population qui a beaucoup moins de rapports sexuels chez des jeunes, et alors que le premier rapport sexuel est inchangé. Et puis il y a des prises de risques. Prises de risques via Internet,
sur la diminution des préservatifs avec une explosion, il n'y a pas de capote dans les pornos, une explosion des IST chez les jeunes, gono, chlamydia, etc. Si vous avez affaire à des jeunes en consultation, vraiment il ne faut pas hésiter à proposer des dépistages systématiques et réguliers. Pour information, les femmes doivent se prélever elles-mêmes. Se faire un auto-prélèvement vaginal pour le gono et le chlamydia, on sait le faire. Se foutre en coton-tige dans le tiers inférieur du vagin, on sait le faire, on n'a pas besoin d'une position gynécologique et d'un médecin pour nous faire ça. On le fait très bien, donc c'est pas du tout traumatique pour une jeune femme. Donc si vous les envoyez au labo, si vous avez un machin, vous marquez bien auto-prélèvement. Une femme n'a pas besoin d'être en situation gynécologique pour faire un prélèvement. Et sûrement pas à 17 ans. Vous voyez ? Et c'est tiers inférieur du vagin, donc c'est bon, on risque rien, tout va bien se passer. Donc pensez-y. Sextape, sexto, nude, harcèlement, cyberharcèlement, c'est quand même de plus en plus répandu et on le voit bien. Et puis utilisation de drogue à visée efficacité, on va dire. Si on s'intéresse aux agressions sexuelles, dans certaines études qualitatives, il va y avoir des notions, je vous ai mis les mots employés dans ces études, un désir sexuel moins inhibé, des pulsions incitées avec un consentement un peu brouillé, c'est-à-dire qu'on n'attend pas automatiquement le consentement. Avec, on voit sur Internet, des sollicitations sexuelles vécues comme agressives par celui qui les reçoit, et la plupart du temps par des pairs de son environnement qu'il connaît en dehors d'Internet. Et si on regarde les chiffres de combien de personnes visionnent de la pornographie chez les victimes ou en cas d'agresseur dans le contexte de violence sexuelle, ben là on a des chiffres qui nous disent tout et rien. Est-ce que ces chiffres-là voudraient dire qu'on est plus victime parce qu'on regarde de la pornographie? Non. Donc je crois qu'on ne peut pas tirer grand-chose de la littérature sur est-ce que ça favorise les agressions sexuelles, est-ce que ça incite, est-ce que ça diminue le risque. Il y a vraiment, je ne vous apporterai pas de réponse, je ne l'ai pas trouvé dans la littérature en ce sens-là. En revanche, il va y avoir clairement une incitation à la modification de l'image corporelle, c'est Barbie et Ken, avec les normes pornographiques plus ou moins de bon goût. J'ai fait exprès, j'ai mis du plus ou moins de bon goût, avec notamment l'intégration, l'épilation intégrale, hommes et femmes, vous avez vu les chiffres, hommes et femmes confondus, donc il n'y a plus de poils, il n'y a plus de poils. Alors dans l'espèce humaine et dans les espèces vivantes en général, les poils ils ont une fonction. S'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose. Et globalement, en plus les enlever sur un pubis de femme ou sur un pubis de garçon, on a des pubis impubères en fait. Donc ça pose question de c'est quoi ce pubis impubère, et il faudrait qu'une femme ait un pubis impubère. Donc une femme n'a pas de poils. Donc ça pose la question. Et puis c'est négliger l'utilité de la pilosité, que ce soit sous les bras, sur le pubis, sur l'intérêt, sur les différentes mycoses, sur la protection du vagin, sur la protection du clitoris. Et ça, on ne l'apprend pas aux petites, parce qu'on leur dirait ton clitoris, il va mieux se porter s'il est protégé par les poils. Je peux vous dire qu'on se fait des barbes. Voilà, moi je dis ça. Vous allez tout jeter ce soir. Chérie, j'ai un gros truc à t'annoncer, j'ai une présentation aujourd'hui. Je change de maillot, je vais mettre des shorties. Et puis du coup, il y a un mouvement inverse qui se met en place, c'est les hirsutes ou les iris qui revendiquent haut et fort. Nous, on a des poils et ça fait partie de notre vie. Et puis il y a les piercings, les tatouages à fonction érotique. Le fait de se refaire les seins pour avoir des seins énormes qui ressemblent aux seins des normes pornographiques, les lèvres au niveau du visage, mais aussi les lèvres au niveau du sexe de la femme, pour avoir un sexe où rien ne va dépasser. Le sexe parfait. C'est-à-dire que les lèvres, on les refait, on les fait plus petites, machin, pour qu'elles rentrent bien, pour que tout soit... Donc il n'y a pas de poils et on refait les lèvres. Vous voyez, donc c'est quand même des sexes de petites filles. Vous voyez, c'est ça que ça représente. Et je pense que les psychologues dans la salle seront plus à même que moi
disserter sur cette notion-là. Alors la question qu'il faut se poser sur ces jeunes qui vont regarder de façon importante des images pornographiques, est-ce qu'on est sur une addiction aux écrans ou un usage problématique des écrans, ou est-ce qu'on est sur une addiction sexuelle? C'est pas facile à répondre. Chez les jeunes en France, on estime que 15% des 14-17 ans regardent au moins une fois par semaine des images pornographiques et 9% de façon quotidienne. Il semblerait qu'il faille s'intéresser aux 9% qui regardent des images quotidiennes pour savoir quelle est la place de cette consommation dans leur vie. On va en reparler. Il existe vraiment très peu de questionnaires qui évaluent l'usage problématique d'images pornographiques sur Internet. Vous avez la première échelle, problématique pornographique consumption scale, qui est adaptée aux adolescents. Ces 6 questions, je vous les mise après, donc vous pourrez la récupérer. Les autres, ce sont des échelles pour les adultes ou des échelles d'addiction aux jeux qui sont adaptées à l'addiction sexuelle ou adaptées au visionnage d'images pornographiques et qui sont donc beaucoup plus difficiles à interroger. Vous avez ici l'échelle, elle est en anglais, elle n'a pas été validée en français. Moi, ce que je vous conseille, c'est chez les jeunes qui vont avoir un visionnage fréquent d'images pornographiques, c'est de faire ce qu'on fait en addicto de manière générale. C'est-à-dire que vous allez aller rechercher la salience et la place de ce phénomène dans la vie de l'individu. Quelle place ça prend? Est-ce qu'il abandonne des choses qu'il avait l'habitude de faire pour avoir cette consommation d'images pornographiques? Est-ce qu'il a des conséquences personnelles? C'est-à-dire, est-ce qu'il dort moins? Est-ce qu'il mange moins? Est-ce qu'il est envahi par ces images en dehors du visionnage? Est-ce que quand il n'en a pas vu pendant un jour ou deux, est-ce que vraiment il a un craving fort pour aller en rechercher? Vous allez explorer tout ça et voir si oui ou non il y a un usage problématique. À partir du moment où vous allez faire le dépistage d'un usage problématique, en éliminant évidemment les paraphilies, vous allez explorer les comorbidités psychiques, addictives et bien entendu les troubles sexuels. La prise en soin, c'est une prise en soin habituelle, psychothérapique. Je me suis étouffée avec ma salive. Je parle trop depuis ce matin. En utilisant des thérapies cognitivo-comportementales, travailler sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi. Moi, en consultation, je travaille essentiellement sur la santé sexuelle avec la notion de choix, de ce qu'on fait, de consentement réciproque, le sien par rapport à l'activité sexuelle et par rapport au choix de l'activité sexuelle, mais le consentement aussi du ou de la partenaire, la notion de désir, de sentiment qui n'est pas obligatoirement un sentiment amoureux, et la notion de plaisir, évidemment parce que la sexualité elle est quand même faite pour obtenir du plaisir. Ensuite, parfois il y a des enfants. Mais globalement, ça sert quand même plus à prendre du plaisir qu'à faire des enfants, sinon on aurait quand même beaucoup d'enfants, hein, ce qui nous fatiguerait un petit peu. Et puis on travaille sur la performance, sur tout ça, sur toutes ces images à déconstruire. Quelques petits outils, quelques pistes, et si vous n'avez pas vu Sex Education, je vous conseille de le regarder, parce que pour le coup, c'est ça qu'il faut donner à nos enfants à voir en termes de pédagogie. C'est érotique, mais c'est vraiment l'apprentissage de la sexualité chez des jeunes adultes, et c'est extrêmement important. Et puis toute la littérature érotique pour jeunes adultes, là aussi, c'est vraiment quelque chose qui va amener beaucoup d'informations à nos jeunes, plus que la pornographie qui peut biaiser l'image de la sexualité. Et pour finir, je pense que les questions que nous pose le fait que nos enfants aient une modification de leur rapport à la sexualité, en lien ou pas avec la pornographie, en tout cas à partir d'un certain âge, nous pose l'évolution de plein de choses, du polyamour, le fait d'être fluide, le fait d'orientation sexuelle, mais aussi le genre et comment on se situe dans la sexualité. Et ça peut nous confronter. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif et ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le faux, et probablement que ça rend un peu plus libre l'accès à la sexualité, ce qui n'est pas si mal par rapport à la génération de nos parents et de nos grands-parents. Voilà, je vous remercie.